L'inconscient représente l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la pensée moderne. Cette notion remet profondément en question notre conception traditionnelle de l'être humain et de sa maîtrise de soi. L'inconscient se définit comme un réservoir de sentiments, de pensées, de pulsions et de souvenirs qui échappent complètement à notre conscience. Comme le montre cette représentation classique, il contient des éléments inacceptables, douloureux ou sources de conflits internes. La tradition philosophique a longtemps valorisé la conscience et la maîtrise de soi. Mais l'inconscient vient bouleverser cette vision en suggérant que nous ne sommes pas toujours les auteurs conscients de nos pensées et de nos actions. L'inconscient soulève trois questions philosophiques fondamentales. Premièrement, celle de la liberté. Sommes-nous vraiment libres si nos actions sont déterminées par des forces inconscientes? Deuxièmement, la responsabilité morale. Peut-on être tenu responsable d'actes guidés par l'inconscient? Enfin, la connaissance de soi. Pouvons-nous accéder à une véritable connaissance de nous-mêmes? Freud propose un modèle de l'appareil psychique en trois niveaux. Le conscient, représenté par l'ego, contient nos pensées actuelles. Le préconscient ou surmoi regroupe les souvenirs facilement accessibles. Enfin, l'inconscient, le ça, constitue la partie la plus vaste et contient les pulsions refoulées et les désirs inacceptables. L'inconscient représente donc un enjeu majeur à trois niveaux. Épistémologique d'abord, en révélant les limites de notre connaissance de soi. Éthique ensuite, en remettant en question nos notions de responsabilité. Anthropologique enfin, en proposant une nouvelle conception de l'être humain. Non plus un sujet maître de lui-même, mais un être divisé, partiellement opaque à soi. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, révolutionne la conception du sujet en fondant sa philosophie sur la primauté absolue de la conscience. Descartes établit le fondement de sa philosophie avec sa célèbre formule latine cogito ergo sum, qui signifie je pense, donc je suis. Cette formule révolutionnaire place la pensée consciente comme première certitude indubitable. Pour Descartes, même si je doute de tout, je ne peux pas douter que je doute. Et si je doute, c'est que je pense. Et si je pense, c'est que j'existe comme être pensant. La conscience de soi devient ainsi le fondement inébranlable de toute connaissance. Selon Descartes, la conscience est parfaitement transparente à elle-même. Cela signifie que nous avons un accès direct et immédiat à nos propres pensées, sans aucune zone d'ombre ou d'opacité. Dans cette conception cartésienne, la volonté humaine est parfaitement libre. Elle peut se déterminer sans aucune contrainte extérieure, guidée uniquement par la raison claire et distincte. Cependant, cette conception cartésienne du sujet maître de lui-même rencontre des limites importantes. Elle ne parvient pas à expliquer l'origine de nos désirs irrationnels, de nos erreurs persistantes, ni de nos contradictions internes. La conception classique du sujet, héritée de Descartes, affirme que l'homme est un être pleinement conscient et maître de lui-même. Selon cette vision, toute pensée serait accessible à la conscience. Mais cette conception rencontre rapidement des difficultés. D'où viennent nos désirs? Si nous étions pleinement conscients, nous devrions connaître l'origine de chacun de nos désirs et pouvoir les contrôler parfaitement. De même, comment expliquer nos erreurs répétées? Si la conscience était souveraine, pourquoi commettons-nous les mêmes erreurs malgré notre expérience et notre volonté de bien faire? Plus troublant encore sont nos contradictions internes. Nous agissons souvent contre nos propres convictions, nous nous trouvons divisés entre des tendances opposées. Comment la conception cartésienne peut-elle expliquer cette division du sujet? Ces limites de la conception classique nous amènent à reconsidérer la nature de l'esprit humain. La métaphore de l'iceberg illustre parfaitement cette révision. La conscience ne serait que la partie visible d'une réalité psychique bien plus vaste. Ces observations, désirs mystérieux, erreurs persistantes, contradictions internes, révèlent les limites fondamentales de la conception cartésienne. Elles ouvrent la voie à une hypothèse révolutionnaire, celle de l'existence d'un inconscient qui influence nos pensées et nos actions à notre insu. Sigmund Freud révolutionne complètement notre compréhension du sujet humain en proposant une nouvelle conception de l'appareil psychique.
Pour Freud, notre psychisme n'est plus unifié sous la seule conscience, mais divisé en trois instances distinctes. Sigmund Freud, neurologue et fondateur de la psychanalyse, développe au début du XXe siècle une théorie révolutionnaire qui remet en question la primauté de la conscience dans la vie psychique. Selon Freud, notre appareil psychique est structuré en trois instances fondamentales qui interagissent constamment: le ça, le moi et le surmoi. Chacune de ces instances a ses propres caractéristiques et fonctions. Le ça représente la partie la plus primitive de notre psychisme. C'est le réservoir de toutes nos pulsions inconscientes, nos désirs les plus profonds. Il fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant la satisfaction immédiate sans considération pour la réalité extérieure. Le moi est l'instance consciente de notre personnalité. Il fonctionne selon le principe de réalité et sert de médiateur entre les exigences du ça et les contraintes du monde extérieur. C'est lui qui nous permet de nous adapter à la réalité sociale. Le surmoi représente l'intériorisation des interdits sociaux et moraux. Il est constitué par l'éducation, les valeurs familiales et sociales. Il exerce une fonction critique et punitive, nous rappelant constamment ce qui est permis ou défendu. La révolution freudienne consiste à affirmer que l'inconscient n'est pas simplement une absence de conscience, mais bien une réalité psychique autonome. L'inconscient possède ses propres lois, ses propres contenus et exerce une influence déterminante sur notre comportement. Freud affirme dans une formule célèbre que l'inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité. Cette affirmation révolutionnaire signifie que l'inconscient n'est pas un épiphénomène de la conscience, mais constitue le fondement même de notre vie psychique. Cette conception révolutionnaire de Freud transforme radicalement notre compréhension du sujet humain. Nous ne sommes plus les maîtres absolus dans notre propre maison psychique. L'inconscient, avec ses pulsions et ses désirs refoulés, exerce une influence déterminante sur nos pensées, nos émotions et nos comportements, souvent à notre insu. Ainsi, la psychanalyse freudienne nous révèle que le sujet humain est fondamentalement divisé entre ces trois instances: le ça pulsionnel, le moi rationnel et le surmoi moral, dans un équilibre dynamique et conflictuel permanent. L'inconscient ne se révèle jamais directement à notre conscience. Il se manifeste de manière indirecte à travers différents phénomènes que Freud a identifiés et analysés. Ces manifestations incluent les rêves, les lapsus, les actes manqués et les symptômes névrotiques. Chacune de ces expressions révèle ce qui échappe normalement à notre conscience. Pour Freud, le rêve constitue la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Pendant le sommeil, la censure psychique s'affaiblit, permettant au désir refoulé de s'exprimer sous forme symbolique. Le rêve opère une transformation complexe. Les désirs refoulés deviennent des images symboliques, les pensées latentes se transforment en contenu manifeste et les conflits psychiques prennent la forme de scénarios oniriques. Le lapsus est un acte de parole où l'inconscient se révèle malgré nous. Il constitue un échec du contrôle conscient qui laisse transparaître une vérité refoulée. Dans cet exemple humoristique, l'épouse dit chauve au lieu de œuf. Ce lapsus révèle sa préoccupation inconsciente concernant la calvitie de son mari. L'inconscient s'exprime ainsi malgré sa volonté consciente. Les actes manqués sont des actions apparemment accidentelles qui révèlent en réalité des motivations inconscientes. Oublier, perdre, rater, casser, ces accidents ont souvent une signification psychique profonde. Le principe d'interprétation freudien affirme que rien n'est vraiment accidentel dans la vie psychique. Chaque acte manqué exprime un désir ou un conflit inconscient qui trouve ainsi un moyen détourné de s'exprimer. L'inconscient fonctionne comme un langage symbolique qui utilise des mécanismes spécifiques. La condensation fusionne plusieurs éléments, le déplacement transfère les affects, la symbolisation représente indirectement les désirs. Comme le dira plus tard Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Il faut donc apprendre à déchiffrer ces messages cachés à travers l'interprétation de ces manifestations symboliques. En conclusion, l'inconscient ne se révèle jamais directement, mais s'exprime toujours par des détours symboliques. L'interprétation psychanalytique
permet de décoder ces messages cachés que sont les rêves, les lapsus et les actes manqués. L'inconscient révèle une vérité troublante sur la condition humaine. Le sujet ne se connaît pas totalement. Cette découverte fondamentale de la psychanalyse remet en question notre conception traditionnelle de l'autonomie et de la liberté. Pour comprendre cette aliénation, examinons d'abord la structure de l'appareil psychique selon Freud. L'iceberg freudien nous montre que la conscience n'est que la partie émergée d'un ensemble bien plus vaste et complexe. Le sujet est donc fondamentalement divisé. D'un côté, il y a le moi conscient qui croit maîtriser ses pensées et ses actes. De l'autre, des forces inconscientes puissantes qui influencent ses comportements à son insu. Cette division du sujet soulève une question philosophique majeure. Si mes actes sont parfois guidés par des désirs inconscients, suis-je vraiment responsable de tous mes comportements? La notion de responsabilité absolue devient problématique. L'aliénation du sujet se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, il y a l'aliénation cognitive. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Deuxièmement, l'aliénation comportementale. Nos actions ne correspondent pas toujours à nos intentions conscientes. Cette condition d'aliénation n'est pas exceptionnelle. Elle est universelle. Tous les êtres humains sont traversés par cette division fondamentale entre conscience et inconscient, remettant en question l'idéal d'un sujet parfaitement autonome et maître de lui-même. En conclusion, l'inconscient révèle que le sujet n'est pas le maître absolu de sa demeure psychique. Cette découverte bouleverse notre conception de la liberté et de la responsabilité, nous invitant à repenser la condition humaine au-delà de l'illusion de la toute-puissance de la conscience. Le philosophe français Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier, développe une critique radicale du concept d'inconscient freudien. Pour lui, l'inconscient n'est qu'une illusion dangereuse qui conduit à la déresponsabilisation. Alain, philosophe et professeur influent du début du XXe siècle, s'oppose fermement à la théorie psychanalytique. Il considère que parler d'inconscient revient à créer une excuse commode pour éviter l'effort de la réflexion consciente. La thèse centrale d'Alain est que l'inconscient constitue une illusion de paresse intellectuelle. Selon lui, invoquer l'inconscient permet d'éviter l'effort nécessaire à la compréhension de soi et conduit inévitablement à la déresponsabilisation. Pour Alain, ce que nous appelons inconscient n'est en réalité que de la méconnaissance volontaire. Il s'agit d'un refus délibéré de porter attention à nos propres pensées et motivations. Cette négligence consciente nous permet d'éviter la responsabilité de nos actes. Cette position se résume dans sa célèbre formule « Il n'y a pas d'inconscient, il n'y a que du non voulu ». Alain affirme ainsi que nos prétendus actes inconscients sont en réalité des actes que nous ne voulons pas reconnaître comme nôtres. Face à cette illusion de l'inconscient, Alain prône une discipline de soi rigoureuse et une vigilance constante de la conscience. Il faut, selon lui, cultiver l'attention à nos propres pensées et refuser la facilité qui consiste à attribuer nos actes à des forces obscures. Cette critique de l'inconscient a des implications philosophiques majeures. Alain défend la primauté absolue de la conscience, rejette tout déterminisme psychique et affirme la liberté fondamentale de l'être humain. Il développe ainsi une éthique exigeante de la responsabilité personnelle. La position d'Alain constitue donc une alternative radicale à la psychanalyse freudienne. En refusant l'existence de l'inconscient, il place l'homme face à ses responsabilités et l'invite à une vigilance permanente de sa conscience. Jean-Paul Sartre développe une critique radicale de la conception freudienne de l'inconscient. Pour le philosophe existentialiste, cette notion constitue une fuite devant la liberté et la responsabilité humaine. Cette opposition philosophique met en jeu deux conceptions radicalement différentes du sujet humain. D'un côté, Freud et son inconscient déterminant, de l'autre, Sartre et sa liberté absolue. La critique sartrienne se cristallise dans cette formule paradoxale. Il faut que je sache ce que je ne veux pas savoir. Cette phrase révèle la contradiction fondamentale que Sartre identifie dans la théorie freudienne. Pour Sartre, ce que Freud nomme inconscient relève en réalité de la mauvaise foi. La mauvaise foi est le refus délibéré de reconnaître certaines vérités sur soi-même.
une forme d'autotromperie consciente. La mauvaise foi se manifeste de multiples façons. Nier ses propres sentiments, refuser sa responsabilité dans ses actes, ou encore se mentir sur ses motivations réelles. Contrairement à l'inconscient freudien, ces processus restent accessibles à la conscience. L'opposition entre Sartre et Freud porte sur la nature même de la liberté humaine. Pour Sartre, le sujet est fondamentalement libre et pleinement responsable, sans excuse inconsciente possible. Pour Freud, l'inconscient détermine largement nos actes à travers des mécanismes de défense et le refoulement. L'analyse sartrienne révèle que invoquer l'inconscient revient à nier la liberté fondamentale de l'être humain. C'est une forme de déterminisme qui déresponsabilise le sujet de ses choix et de ses actes. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Nous existons d'abord, puis nous nous définissons par nos actes libres. Cette critique sartrienne de l'inconscient freudien ouvre ainsi la voie à une philosophie de la liberté absolue et de la responsabilité totale, où l'être humain est condamné à être libre et à assumer pleinement ses choix. Jacques Lacan révolutionne la psychanalyse en proposant une conception radicalement nouvelle de l'inconscient. Pour lui, l'inconscient n'est pas simplement un réservoir de désirs refoulés, mais une structure organisée selon les lois du langage. Lacan affirme que l'inconscient est structuré comme un langage. Cette formule révolutionnaire signifie que l'inconscient obéit aux mêmes lois que le langage: métaphore, métonymie et surtout les lois du signifiant. Pour comprendre cette théorie, il faut saisir la distinction fondamentale entre signifiant et signifié. Le signifiant, c'est la forme matérielle du signe, tandis que le signifié en est le sens. Lacan montre que l'inconscient fonctionne au niveau du signifiant. Selon Lacan, le sujet est un effet du langage. Nous ne maîtrisons pas le langage. C'est le langage qui nous structure. Le sujet ne coïncide jamais totalement avec lui-même, car il est pris dans les réseaux symboliques qui le dépassent. Lacan reprend la célèbre formule de Freud. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Mais il va plus loin en ajoutant sa propre formule. Le sujet, c'est ce qui se dérobe dans la chaîne signifiante. Le stade du miroir illustre cette théorie. L'enfant se reconnaît dans le miroir et forme son moi idéal, mais cette identification est fondamentalement aliénante. Le sujet se constitue dans et par l'autre, dans une structure symbolique qui le précède. La chaîne signifiante fonctionne selon ses propres lois, indépendamment de la volonté consciente du sujet. C'est dans cette chaîne que le sujet se dérobe, qu'il échappe à lui-même. L'inconscient lacanien n'est donc pas un lieu, mais une structure, un processus linguistique qui nous constitue en tant que sujet parlant. Arrivé au terme de notre exploration de l'inconscient, il convient de s'interroger sur les enseignements fondamentaux que cette notion nous apporte sur la condition humaine et notre rapport à nous-mêmes. La notion d'inconscient opère un renversement radical de notre conception traditionnelle du sujet. Elle remet en question l'idée cartésienne d'un sujet pleinement transparent à lui-même, libre et lucide dans ses choix. Cette découverte nous invite à une humilité philosophique profonde. Nous devons reconnaître que nous ne savons pas toujours ce que nous voulons réellement, ni pourquoi nous agissons de telle ou telle manière. L'inconscient soulève des enjeux éthiques et politiques majeurs. Une question fondamentale émerge. Peut-on être tenu pour responsable d'un acte dont les motivations profondes nous échappent? L'inconscient nous confronte également à une question épistémologique cruciale. Peut-on se connaître entièrement? Cette interrogation remet en cause l'idéal de la connaissance de soi. En définitive, l'inconscient nous enseigne une leçon fondamentale sur la condition humaine. Nous sommes des êtres complexes, traversés par des forces qui nous dépassent, et cette reconnaissance ouvre la voie à une compréhension plus nuancée et plus humble de nous-mêmes. L'inconscient, loin d'être une simple curiosité théorique, transforme notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Il nous invite à cultiver une sagesse qui intègre nos zones d'ombre et reconnaît la richesse de notre vie psychique dans toute sa complexité. L'étude de l'inconscient ne se limite pas à la psychanalyse. Elle ouvre des perspectives fascinantes dans 3 domaines majeurs qui enrichissent notre compréhension de l'esprit humain. Les neurosciences révèlent l'existence d'un inconscient cognitif. Contrairement à l'inconscient freudien,
Il s'agit de processus mentaux automatiques et adaptatifs qui traitent l'information sans conscience. En littérature, l'inconscient se manifeste à travers 3 thèmes majeurs. Le double révèle la division du sujet, le destin montre les forces qui nous échappent, et le secret dévoile ce qui est caché dans l'âme humaine. Gustave Le Bon, dans sa Psychologie des foules, révèle comment l'inconscient collectif influence les masses. Les individus perdent leur rationalité et cèdent à des pulsions primitives par contagion mentale. Ce diagramme illustre les mécanismes de la psychologie des foules. L'individu rationnel se transforme sous l'influence de la masse, révélant des aspects inconscients de la nature humaine. Ces 3 ouvertures, neurosciences, littérature et politique, enrichissent considérablement notre compréhension de l'inconscient. Elles révèlent sa dimension universelle et son impact sur tous les aspects de l'expérience humaine. L'inconscient représente l'un des concepts les plus révolutionnaires de la psychanalyse et de la philosophie moderne. Explorons sa définition fondamentale et ses implications. L'inconscient se définit comme cette partie du psychisme qui échappe totalement à notre conscience immédiate, mais qui exerce néanmoins une influence déterminante sur nos actes, nos pensées et nos comportements quotidiens. Freud a illustré cette structure psychique par la métaphore de l'iceberg. La partie visible représente le conscient, la partie immergée proche de la surface correspond au préconscient, tandis que la masse cachée symbolise l'inconscient proprement dit. L'inconscient contient principalement des éléments psychiques qui ont été refoulés, des pensées dérangeantes, des désirs socialement inacceptables, des souvenirs traumatiques, des pulsions primitives et des conflits non résolus. L'inconscient ne reste pas silencieux. Il se manifeste de manière détournée à travers nos rêves et leur symbolisme, nos lapsus et actes manqués, nos symptômes névrotiques et même dans nos choix qui nous paraissent parfaitement rationnels. Freud a également proposé un modèle structural de l'appareil psychique. Le ça représente les pulsions inconscientes, le moi gère le principe de réalité, tandis que le surmoi incarne la morale intériorisée. Cette structure révèle la complexité de notre vie psychique. L'inconscient revêt une importance capitale, tant pour la psychanalyse que pour la philosophie. En psychanalyse, il constitue la clé de compréhension des troubles psychiques et le fondement même de la cure analytique. En philosophie, il remet en question la conception cartésienne du sujet et propose une nouvelle approche de la liberté humaine. En définitive, l'inconscient désigne cette partie fondamentale du psychisme qui, bien qu'échappant à notre conscience immédiate, détermine de manière décisive nos actes et notre être profond. Cette découverte révolutionnaire continue d'influencer notre compréhension de l'humain. Le refoulement constitue l'un des concepts fondamentaux de la psychanalyse freudienne. Il s'agit d'un mécanisme psychologique essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'inconscient. Pour comprendre le refoulement, observons la théorie de l'iceberg de Freud. Le refoulement agit comme un mécanisme qui pousse les désirs inacceptables de la conscience vers l'inconscient, les maintenant ainsi hors de notre perception directe. Le refoulement occupe une position centrale dans la théorie freudienne. Il explique non seulement la formation de l'inconscient, mais aussi l'origine des symptômes névrotiques et le retour du refoulé sous diverses formes. En tant que défense psychique, le refoulement remplit une fonction protectrice essentielle. Il évite l'angoisse liée au désir interdit et maintient l'équilibre psychique nécessaire à l'adaptation sociale. Le refoulement représente ainsi un mécanisme fondamental de l'appareil psychique, révélant la complexité des processus inconscients et leur influence sur notre vie consciente. Selon Freud, l'appareil psychique humain se compose de 3 instances fondamentales qui interagissent constamment: le ça, le moi et le surmoi. Ces 3 structures déterminent notre fonctionnement mental et notre comportement. Cette représentation en iceberg illustre parfaitement la théorie freudienne. La partie émergée correspond au conscient, tandis que la partie immergée, bien plus importante, représente l'inconscient où réside le ça et une partie du surmoi. Le ça représente la partie la plus primitive et instinctuelle de notre psyché. Il constitue le réservoir de toutes nos pulsions.
qu'elle soit libidinale ou agressive. Gouverné par le principe de plaisir, le ça cherche la satisfaction immédiate de tous les désirs, sans considération pour la réalité ou la morale. Le ça fonctionne selon des processus primaires de pensée, caractérisés par l'absence de logique, de temporalité et de contradiction. Il est présent dès la naissance et constitue la source d'énergie psychique pour les autres instances. Ces manifestations incluent tous nos besoins biologiques fondamentaux et nos impulsions les plus primitives. Ça ne connaît ni limite ni interdit. Le moi constitue l'instance exécutive de la personnalité. Il se développe à partir du ça par contact avec la réalité extérieure et fonctionne selon le principe de réalité, cherchant à satisfaire les désirs du ça de manière socialement acceptable. Le moi assure plusieurs fonctions cruciales. Il sert de médiateur entre les exigences du ça et les interdits du surmoi, tout en s'adaptant aux contraintes de la réalité. Il développe des mécanismes de défense pour gérer les conflits psychiques. Contrairement au ça qui est inné, le moi se développe progressivement à travers l'expérience et l'apprentissage, permettant une adaptation de plus en plus sophistiquée à l'environnement. Le surmoi représente l'instance morale de la personnalité. Il se forme par l'intériorisation des interdits parentaux et sociaux, particulièrement lors de la résolution du complexe d'Œdipe. Cette image illustre bien les trois instances avec leurs caractéristiques distinctes. Le surmoi comprend plusieurs composantes. Le moi idéal, qui représente nos aspirations narcissiques, l'idéal du moi, qui constitue nos modèles identificatoires, et la conscience morale, qui énonce les interdits. Sa formation s'effectue principalement lors de la résolution du complexe d'Œdipe, par identification aux figures parentales et intériorisation progressive des normes sociales et morales. Les trois instances interagissent constamment dans une dynamique complexe. Le moi doit constamment arbitrer entre les exigences pulsionnelles du ça et les interdits moraux du surmoi, tout en tenant compte de la réalité extérieure. Ces interactions génèrent des conflits psychiques permanents. Lorsque le moi ne parvient pas à établir un compromis satisfaisant, cela peut conduire à l'angoisse, aux symptômes névrotiques ou aux mécanismes de défense. Prenons un exemple concret pour illustrer le fonctionnement des trois instances. Face au désir de manger un gâteau avant le dîner, chaque instance réagit selon sa logique propre. Le ça exprime le désir immédiat, le surmoi impose l'interdit moral et le moi cherche un compromis réaliste. Cette négociation constante détermine notre comportement final. L'équilibre entre ces instances détermine la santé psychique. Un moi fort permet l'adaptation, tandis qu'un déséquilibre peut conduire à l'impulsivité, à l'inhibition excessive ou à des symptômes névrotiques. En conclusion, le modèle freudien du ça, du moi et du surmoi offre une grille de lecture fondamentale pour comprendre le fonctionnement psychique humain. Ces trois instances, en interaction permanente, déterminent nos pensées, nos émotions et nos comportements dans une dynamique complexe qui constitue l'essence même de notre vie mentale. Les lapsus, les rêves et les actes manqués constituent trois manifestations fondamentales de l'inconscient selon la théorie psychanalytique freudienne. Le lapsus est un trouble involontaire de la parole où l'on dit autre chose que ce que l'on voulait dire. Pour Freud, ce n'est pas un simple accident, mais la révélation d'une pensée inconsciente refoulée. Par exemple, dire « je vous hais » au lieu de « je vous aide » peut révéler un sentiment hostile inconscient envers la personne. Le lapsus trahit ce que nous pensons vraiment. Le rêve est considéré par Freud comme la voie royale vers l'inconscient. Il distingue le contenu manifeste, ce dont nous nous souvenons, du contenu latent, le véritable message inconscient. Le travail du rêve transforme les désirs inconscients en images symboliques. L'interprétation des rêves permet de décoder ces symboles pour accéder au véritable désir refoulé. L'acte manqué est un comportement involontaire qui échoue dans son intention consciente, mais réussit à exprimer un désir inconscient. Oublier un rendez-vous peut révéler qu'on ne voulait pas vraiment y aller. Ces actes révèlent la division du sujet entre ses intentions conscientes et ses désirs inconscients. L'oubli, la perte d'objets, les erreurs apparemment anodines ont souvent une signification profonde.
Ces trois manifestations constituent les fenêtres privilégiées pour accéder à l'inconscient, selon Freud. Elles montrent que l'inconscient n'est pas passif, mais s'exprime constamment de manière détournée. L'interprétation de ces manifestations permet aux psychanalystes de décoder les messages de l'inconscient et d'aider le patient à prendre conscience de ses désirs refoulés. Le concept de sujet divisé est fondamental en psychanalyse. Il remet en question la conception classique d'un sujet unifié et maître de lui-même. Pour comprendre le sujet divisé, il faut d'abord le contraster avec la conception classique du sujet unifié. D'un côté, nous avons le sujet cartésien, maître de sa conscience et de ses actions. De l'autre côté, la psychanalyse propose un sujet divisé, traversé par des forces inconscientes qui échappent à sa maîtrise consciente. L'iceberg de Freud illustre parfaitement cette division du sujet. La conscience n'est que la partie émergée, tandis que l'inconscient, bien plus vaste, détermine nos comportements à notre insu. Cette métaphore révèle que le sujet est fondamentalement divisé, car il ne peut accéder qu'à une infime partie de son psychisme. Le concept de sujet divisé a des implications majeures. Premièrement, il remet en question notre prétention à la maîtrise de soi. Deuxièmement, il souligne l'importance des forces inconscientes qui agissent en nous sans que nous en ayons conscience. Enfin, cette division justifie l'approche psychanalytique qui cherche à révéler ces mécanismes inconscients. En synthèse, le sujet divisé représente une rupture fondamentale avec la conception classique. Il révèle notre méconnaissance de nous-mêmes et la nécessité d'un travail analytique. Cette notion demeure centrale en psychanalyse car elle fonde la possibilité même de la cure analytique et de la découverte de l'inconscient. Pour réussir une dissertation sur l'inconscient, il est crucial de savoir problématiser autour des enjeux fondamentaux que soulève cette notion. La liberté, la responsabilité et la connaissance de soi constituent le cœur de cette problématisation. Une problématique n'est pas une simple question, mais une tension conceptuelle qui révèle les enjeux philosophiques profonds d'un sujet. Elle doit mettre en lumière les contradictions et les paradoxes inhérents à la notion étudiée. L'inconscient crée une tension fondamentale avec nos conceptions traditionnelles de la liberté. Si nos actions sont déterminées par des forces inconscientes, sommes-nous vraiment libres? Cette question bouleverse notre compréhension de l'autonomie humaine. Pour construire une problématique solide, il faut se poser des questions précises. Peut-on être responsable d'actes dont on ignore les véritables motifs? La connaissance de soi est-elle possible si une partie de notre psychisme nous échappe? Ces interrogations structurent la réflexion. Voici des exemples concrets de problématiques. Première possibilité, l'inconscient révèle-t-il les limites de notre liberté ou nous ouvre-t-il de nouvelles possibilités d'émancipation? Deuxième approche, peut-on concilier la responsabilité morale avec l'existence de déterminismes inconscients? Pour réussir votre problématisation, évitez les questions trop générales. Privilégiez les tensions conceptuelles précises. Montrez comment l'inconscient bouleverse nos catégories traditionnelles de pensée. Une bonne problématique doit révéler la complexité du sujet et guider votre argumentation vers une réflexion nuancée. Pour réussir une dissertation sur l'inconscient, il est essentiel de savoir comparer les thèses de trois penseurs majeurs, Descartes, Freud et Sartre. Cette comparaison permet de saisir les différentes conceptions du sujet et les enjeux philosophiques fondamentaux. Commençons par Descartes. Pour lui, le sujet est défini par la conscience de soi. Le cogito établit que la pensée est la seule certitude absolue. Dans cette conception, il n'y a pas de place pour un inconscient psychique, car le sujet est transparent à lui-même. Freud révolutionne cette conception. Pour lui, l'inconscient est une réalité psychique qui détermine nos pensées et actions. Le sujet n'est plus maître chez lui. Cette théorie s'appuie sur l'observation des rêves, des lapsus et des actes manqués qui révèlent des désirs refoulés. Sartre critique radicalement l'inconscient freudien. Pour lui, invoquer l'inconscient, c'est de la mauvaise foi, une façon de se mentir à soi-même pour éviter d'assumer sa liberté. L'homme est condamné à être libre et totalement responsable de ses actes. Pour structurer votre dissertation, utilisez cette grille comparative.
Elle montre clairement les oppositions. Descartes nie l'inconscient, Freud en fait une réalité déterminante, Sartre y voit une illusion. Ces trois positions permettent de problématiser la question du sujet. Voici les conseils méthodologiques essentiels. D'abord, identifier les enjeux philosophiques de chaque position. Ensuite, montrer leurs implications pour la liberté et la responsabilité. Analysez les arguments, construisez votre position personnelle et illustrez avec des exemples concrets. L'objectif final est de dépasser l'opposition binaire entre conscience et inconscient. Pour réussir une dissertation sur l'inconscient, il est essentiel de mobiliser des exemples précis et concrets. Ces exemples donnent vie à vos arguments théoriques et rendent votre analyse plus convaincante. Premier type d'exemple fondamental, les rêves. Freud a montré que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Vous pouvez mobiliser des exemples précis, comme le rêve de l'injection faite à Irma, analysé par Freud lui-même. Deuxième catégorie d'exemples, les lapsus et actes manqués. Ces manifestations involontaires révèlent l'inconscient dans la vie quotidienne. Pensez aux exemples célèbres comme le lapsus du président du Parlement autrichien, analysé par Freud. Troisième source d'exemples, les cas cliniques de la psychanalyse. Les études de cas, comme Anahu, L'homme au rat ou Dora, offrent des illustrations concrètes des mécanismes inconscients à l'œuvre. Quatrième catégorie d'exemples, les références littéraires. Les œuvres de Dostoïevski, Kafka ou Proust offrent des illustrations saisissantes des mécanismes inconscients. Ces auteurs ont intuitivement exploré les profondeurs de la psyché humaine. Pour mobiliser efficacement ces exemples, suivez une méthode rigoureuse. Présentez d'abord l'exemple de manière précise, analysez-le en identifiant les mécanismes inconscients à l'œuvre, puis reliez-le explicitement à votre argumentation théorique. Cette démarche transforme vos exemples en véritables outils de démonstration. Les neurosciences et la psychologie cognitive ont profondément transformé notre compréhension de l'inconscient. Contrairement à la vision freudienne, l'inconscient cognitif désigne l'ensemble des processus mentaux automatiques qui opèrent sans notre conscience. Cette nouvelle approche révèle que notre cerveau traite continuellement des informations sans que nous en soyons conscients. Les processus inconscients ne sont plus vus comme des pulsions refoulées, mais comme des mécanismes cognitifs sophistiqués. L'inconscient cognitif opère dans trois domaines principaux. D'abord, la perception. Notre cerveau traite automatiquement les informations sensorielles avant même que nous en prenions conscience. Ensuite, la mémoire. Des souvenirs et des connaissances s'activent de manière implicite, influençant notre compréhension sans effort conscient. Enfin, la prise de décision. Nos choix sont influencés par des processus inconscients qui évaluent rapidement les options disponibles. Prenons des exemples concrets. La reconnaissance faciale. Nous identifions instantanément un visage familier sans analyser consciemment ses caractéristiques. La lecture automatique. Un lecteur expérimenté décode les mots sans effort conscient. Le processus devient entièrement automatisé. L'intuition. Ce sentiment immédiat de savoir quelque chose sans pouvoir expliquer comment nous le savons, résultat de processus inconscients complexes. Cette approche moderne diffère fondamentalement de la conception freudienne. Freud voyait l'inconscient comme un réservoir de contenus refoulés et de pulsions conflictuelles. L'inconscient cognitif, lui, désigne des processus automatiques et adaptatifs qui nous aident à traiter efficacement l'information et à naviguer dans notre environnement. Cette perspective moderne transforme notre compréhension du sujet. L'inconscient cognitif révèle que nous ne sommes pas entièrement maîtres de nos processus mentaux, mais que cette non-maîtrise est en réalité une forme d'efficacité adaptative remarquable. Les biais inconscients représentent l'un des aspects les plus fascinants et problématiques de notre fonctionnement mental. Ces mécanismes psychologiques influencent nos jugements et nos décisions sans que nous en ayons conscience. Cette infographie illustre parfaitement la nature des biais inconscients. Ils englobent des attitudes et croyances qui influencent notre pensée sans conscience, incluant les biais de genre, ratio et d'âge. Les recherches révèlent des statistiques alarmantes.
60% des employés rapportent avoir vécu des biais au travail et 64% en ont été témoins dans l'année passée. Les types de biais inconscients sont nombreux et variés. Cette visualisation montre les principaux biais présents en milieu professionnel. Biais culturels, effet de halo, biais d'affinité et bien d'autres. Le recrutement est particulièrement affecté par les biais inconscients. Les recruteurs peuvent inconsciemment favoriser certains profils, créant des inégalités systémiques dans l'accès à l'emploi. La complexité des biais inconscients est illustrée par cette diversité de termes. Chaque mot représente une dimension différente de nos préjugés automatiques, touchant l'apparence, la culture, l'éducation et bien d'autres aspects. La prise de conscience est la première étape cruciale pour combattre les biais inconscients. Des formations, des processus de recrutement structurés et une culture inclusive sont essentiels pour promouvoir l'égalité. Les institutions développent des systèmes de signalement et de réponse aux biais, comme le montre ce processus universitaire. Ces mécanismes permettent de traiter les incidents et de créer des environnements plus équitables. La recherche sur l'inconscient se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Les avancées technologiques et méthodologiques ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre les mécanismes les plus profonds de notre psychisme. Les neurosciences cognitives révolutionnent notre compréhension de l'inconscient. Grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, comme l'IRM fonctionnel et l'électroencéphalographie, nous pouvons désormais observer en temps réel l'activité neuronale associée au processus inconscient. Ces avancées permettent d'identifier les corrélats neuronaux des biais cognitifs et des processus automatiques. L'image que nous voyons illustre parfaitement cette complexité. Notre cerveau traite une multitude d'informations de manière inconsciente, influençant nos décisions par des raccourcis mentaux. Un défi majeur consiste à mesurer la conscience de l'extérieur. Cette problématique est cruciale pour les patients dans le coma ou en état végétatif. L'iceberg de la perception illustre cette réalité. Seulement 5% de nos processus mentaux sont conscients, tandis que 95% demeurent inconscients. Les outils futurs de recherche incluront des interfaces cerveau-machine plus sophistiquées, des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les patterns neuronaux et des techniques de stimulation ciblée pour influencer les processus inconscients de manière thérapeutique. Les applications pratiques de cette recherche sont prometteuses. Traitement des troubles mentaux par stimulation ciblée, amélioration des performances cognitives, réduction des biais inconscients dans la prise de décision et développement de thérapies personnalisées basées sur les profils neuronaux individuels. L'avenir de la recherche sur l'inconscient s'annonce riche en découvertes. L'intégration croissante entre neurosciences, psychologie cognitive et technologies émergentes promet de révéler les mystères les plus profonds de l'esprit humain, ouvrant la voie à une compréhension plus complète de ce qui nous rend humains.